Alors, cette webconférence va aborder les mythes et les idées reçues sur la médiation équine. Dans les questions qu'on va traiter ce matin, je vous propose d'aborder autant que possible ces 6 sujets-là, ces 6 idées reçues, ces 6 mythes auxquels on est confronté. C'est nouveau, la médiation équine. Ah, tiens, c'est nouveau, quelque chose qu'on entend assez fréquemment. La médiation équine, tiens, ça c'est une nouvelle mode. Pour exercer la médiation équine, il faut le BPGEPS. Si on n'a pas le BPGEPS, on peut pas travailler avec des chevaux et des publics. En médiation équine, il n'y a pas d'études scientifiques, donc ce que vous faites, on ne sait pas ce que ça vaut. Question plus particulière par rapport à l'équithérapie. Pour être équithérapeute, il suffit d'être soignant et d'être cavalier. Et enfin, dernière idée reçue, la France, c'est un pays en retard, on fait mieux ailleurs. Alors la première question qu'on va traiter, c'est celle qu'on entend souvent de la part du grand public. La médiation équine, c'est nouveau. Alors d'où elle vient cette idée reçue? Déjà, je pense que prioritairement, ça vient du fait que le domaine de la médiation équine, tout simplement, il n'est pas très connu. Vous ne trouvez pas des médiateurs équins à tous les coins de rue. D'autre part, cette idée reçue, elle correspond plutôt à des personnes qui ont découvert la médiation équine récemment. Et il y a ce que nous, psychologues, on appelle des biais cognitifs d'attribution, c'est-à-dire qu'on attribue une situation personnelle à des facteurs extérieurs. Pour dire les choses plus simplement, si j'ai pas entendu parler de médiation équine plus tôt, c'est parce que ça ne devait pas exister. Et cette idée reçue que la médiation équine est nouvelle, elle est absolument fausse. Pourquoi? Déjà parce que le cheval, il sert pour la santé des hommes depuis la préhistoire et ce, des millénaires avant sa domestication. On a certaines sources archéologiques qui soutiennent que les peintures rupestres préhistoriques, dans lesquelles, soit dit au passage, le cheval, c'est l'animal le plus représenté, selon ces sources, ces peintures, elles auraient été créées, elles auraient été peintes au cours de rituels de guérison. Alors évidemment, à l'époque, la notion de santé n'a rien à voir avec celle des hôpitaux récents. La santé est liée plutôt à des pratiques religieuses, à des pratiques magiques, de sorcellerie, à des pratiques chamaniques. Et dans ces pratiques-là, une des idées, c'est que quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui a perdu son âme ou dont une partie de l'âme est passée dans le monde des esprits. Et le cheval, c'est le vecteur, c'est le véhicule privilégié par les chamans et par les sorciers pour voyager vers le monde des esprits. Alors à cette époque, les chevaux ne sont pas domestiqués, à la préhistoire, en tout cas à cette partie de la préhistoire. Et du coup, les sociétés vont aller capturer, vont aller à la chasse pour capturer des chevaux sauvages qui vont être sacrifiés ou qui vont pouvoir faire l'objet de vivisection pour prélever leurs entrailles, ces entrailles qui vont être mangées, qui vont être immolées au cours de rites, qui vont permettre aux chamans de passer dans l'autre monde et de rattraper les âmes des malades pour les ramener vers le monde des hommes. Un aspect qui est assez méconnu, c'est aussi que la domestication du cheval en elle-même, elle n'est pas uniquement liée au fait de disposer de réserves de nourriture. Sous-entendu, vous avez besoin de nourriture. Si vous n'avez pas de chevaux sous la main, il faut aller les chercher. Alors que si vous les avez domestiqués, vous avez les chevaux sous la main. Du coup, à tout moment, vous pouvez disposer d'une réserve de viande. C'est un des motifs de la domestication. Il y a aussi la question de disposer d'une force de traction. Du coup, les chevaux ont été effectivement aussi domestiqués pour pouvoir se servir de leur force de travail. Mais un des autres aspects, c'est aussi un aspect religieux, c'est-à-dire qu'on a aussi domestiqué les chevaux pour pouvoir disposer plus facilement d'offrandes à sacrifier, notamment en cas de besoin, quand quelqu'un tombe malade ou quand on a besoin de rituels de sacrifice. Pendant l'histoire de l'Antiquité, alors je vous cite quelques auteurs comme Hippocrate, Xénophon, Asclépiade de Prusse, Galien. Vous pourrez trouver éventuellement un peu plus de précision sur ces auteurs et sur ce qui se passait à la préhistoire, en particulier dans les travaux de Marc-André Wagner. Si vous avez besoin de références, je pourrais vous les donner plus tard. Dans l'histoire de l'Antiquité, du coup, on a tous ces auteurs antiques qui nous transmettent des traditions ou des écrits sur différents effets de la relation entre les hommes et les chevaux. Grosso modo, ça dure de moins 600 au second siècle après Jésus-Christ. Mais en tout cas, arrivé au deuxième siècle après Jésus-Christ, le monde antique sait déjà que les chevaux peuvent être efficaces pour la santé physique, pour la santé mentale, en prévention ou en traitement curatif. On a des traces de pratiques qui vont correspondre à l'enfance,
à l'adulte, à l'adolescence, à la fin de vie. On a des traces, des écrits, des récits de pratiques qui pourraient correspondre à ce qu'aujourd'hui on appellerait des champs thérapeutiques, des champs éducatifs, au champ de la socialisation, du loisir. Mais on a aussi, et c'est en particulier le cas de Galien, des traces d'utilisation du cheval dans le développement d'habiletés personnelles mises au service des carrières qui correspondraient à ce qu'aujourd'hui on appellerait du horse coaching. Donc tout ça, en fait, déjà dès l'Antiquité, c'est connu. À toutes les époques, dans la société occidentale, du moins, je connais malheureusement pas trop l'histoire de la médiation équine dans le monde oriental, mais certainement on pourrait trouver des récits et des écrits sur le sujet. En tout cas, dans le monde occidental, à toutes les époques, on va trouver des écrits sur la médiation équine. En tout cas, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la médiation équine. Les premiers écrits en français, ils vont dater de l'époque des Lumières. Un des articles publiés en français, d'ailleurs, a été écrit par Diderot lui-même dans son encyclopédie, publiée en 1751. Par la suite, ce sera à partir des années 70, 60, 70, 80, que la filière va s'organiser en France, mais aussi dans le monde. De fait, l'idée reçue selon laquelle la médiation équine c'est nouveau, a priori, elle n'a pas lieu de perdurer. Il y a bien régulièrement des nouveautés, des évolutions dans la filière, mais pour autant, la médiation équine, elle n'a rien de nouveau et rien de récent. Alors, je vais essayer de faire tourner cette page. La page devrait tourner. Voilà, c'est bon. La deuxième idée reçue que je vais traiter, c'est la question, du coup assez associée à la question de la nouveauté. C'est que, bah tiens, la médiation équine, c'est à la mode. Voire la médiation équine, c'est une mode. Alors, la question de c'est une mode, je ne vais pas la traiter, dans le sens où je viens de vous montrer qu'on travaille avec des chevaux dans la santé depuis la préhistoire. Donc, a priori, elle est réglée. En revanche, celle de c'est à la mode, c'est plutôt l'axe que je vais suivre. Notamment parce qu'il y a cette idée reçue, elle repose, je pense, beaucoup sur l'essor de la médiation équine, en particulier depuis l'ère des réseaux sociaux. Hop, et j'ai perdu ma page. Voilà. Jusque dans les années 2000-2005, la médiation équine, c'était un domaine d'initiés. Les structures, les réseaux avaient plutôt une politique de discrétion et de faible médiatisation, avec dans l'idée de garder ces connaissances dans un cercle restreint pour éviter que éventuellement elles soient trop vulgarisées ou qu'elles puissent servir à des gens mal intentionnés ou qu'elles soient déviées, je ne sais pas, des choses de cet ordre-là. Et de fait, jusque dans au début des années 2000, il y avait quand même de grosses difficultés pour identifier qui étaient les praticiens, où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Même pour des professionnels, c'était pas simple d'entrer dans des réseaux professionnels ou même ne serait-ce que de les repérer. Depuis le début des années 2000, les choses ont quand même beaucoup évolué. La médiation équine, elle intéresse beaucoup les médias, elle intéresse aussi le public. Pour pas mal de raisons, et je pense, parmi ces raisons, en tout cas, c'est le fait que la médiation équine, elle trouve un écho dans les évolutions de la société. Quelques axes sur cette question-là, notamment il y a l'essor de tout le champ des médecines douces, des médecines non conventionnelles, des approches alternatives de la santé, qui correspondent un peu à la philosophie du moment où on cherche à diminuer le recours aux médicaments, à personnaliser la santé, à personnaliser les consultations, le soin, à prendre davantage de temps pour l'écoute et un peu moins pour la technique. Il y a aussi, je pense, les questions de la défiance à l'encontre de l'industrie pharmaceutique et la défiance à l'encontre des systèmes de santé trop protocolisés, trop froids, trop industrialisés. Avec tout ça, dans la société actuelle, on a aussi un retour vers des valeurs peut-être plus authentiques, vers le vivant, vers la terre, les relations interpersonnelles, et avec fréquemment du coup l'idée selon laquelle l'homme aurait oublié les leçons de la nature, aurait oublié son lien à sa propre animalité, et avec tout le courant animaliste et les choses qui s'en suivent. D'autre part, l'accent est mis aussi aujourd'hui beaucoup sur la notion de bien-être, sur la recherche du bonheur personnel,
euh, qui font aujourd'hui enfin, peut-être partie intégrante du modèle de quel est l'homme du 21e siècle, avec cet archétype de l'homme heureux, sain, exempt de souffrance, qui ne va pas rencontrer de tension dans sa vie qui est bienveillant, qui vit en harmonie avec la communauté du vivant, et ces choses-là. Du coup, l'idée que la médiation équine correspondrait à une certaine mode, je pense que effectivement, enfin, c'est une certaine réalité. Cette réalité, pour autant, elle s'accompagne aussi de ses effets pervers, parce que la médiatisation, elle amène à une certaine vulgarisation. Alors, entendez-moi bien, hein, quand je parle de vulgarisation, c'est pas que du dévoiement, parce que la vulgarisation, elle a aussi l'intérêt d'apporter au grand public des idées auxquelles elle n'aurait pas été confrontée autrement. Euh, pour autant, la vulgarisation, elle prend parfois le chemin de simplification hasardeuse, parfois de raccourcis qui peuvent être séduisants, qui peuvent effectivement faire pleurer dans les chaumières sur des reportages ou sur des sujets de presse, qui vont parfois du coup aussi se retrouver dans les idées sur un sujet. Dans le cas de la médiation équine, de l'équithérapie, voilà, on a un peu cette question du portage magique, du cheval qui sauve l'autisme. Alors, il y a aussi le mythe du cheval miroir qui, à travers son comportement, reflèterait comme par magie tout ce qui se passe dans la psyché de nos patients. Ces idées-là, si elles peuvent correspondre effectivement à une certaine réalité, il faudrait quand même les tempérer et les mesurer. Euh, la mode et l'effet de mode, il amène aussi une certaine idée de la démocratisation, c'est-à-dire l'idée que tout le monde devrait pouvoir accéder à la médiation équine. Alors évidemment, quand on parle de cette mode du côté des bénéficiaires, on peut que s'en réjouir. L'idée que toute personne en besoin pour sa santé, pour son développement, pour son bien-être, devrait pouvoir bénéficier de médiation équine. Évidemment, l'aspect de la démocratisation, il nous plaît à tous. Mais l'idée de la démocratisation, elle amène aussi l'idée que devenir praticien en médiation équine, ça devrait être plus facile, ça devrait être plus simple, ça devrait être moins restreint à une certaine élite, et avec le risque que représente l'arrivée de praticiens, voire de thérapeutes, qui se recyclent en médiation équine pour suivre leur passion pour le cheval. Et certains, après avoir simplement interrompu hâtivement une première année de psychologie, parce qu'ils aiment les chevaux et qu'ils s'aperçoivent que c'est plus facile de faire de la médiation équine que de faire des études universitaires. Et avec certains aussi praticiens qui finalement ont des pratiques équestres qui sont de bas niveau, voire même pour certains qui ont très peu rencontré le cheval. Cet essor de l'intérêt pour devenir praticien de la médiation équine, elle trouve aussi un pendant du côté de l'offre de formation. Où on va trouver de plus en plus de formations qui vont être moins regardantes sur des critères d'admissibilité, sur des enjeux à travers le suivi des formations, et qui vont pour certaines prétendre qualifier ou professionnaliser des gens en 2 ou 3 semaines avec moins de prérequis. De fait, cet effet de mode, si c'est aussi une aubaine, si c'est une certaine opportunité pour la filière, pour participer à son développement, pour intéresser les pouvoirs publics, pour voilà, pas que les choses s'améliorent pour tout le monde. Ce coup de projecteur, il a évidemment un intérêt, mais pour autant, la mode, elle doit, je pense, rester régulée par la filière elle-même, au risque de tuer la poule aux œufs d'or. La question suivante que je vais traiter est le mythe le plus tenace, le plus ancré de la médiation équine, c'est le mythe du BPGEPS. Pour rien vous cacher, depuis le début de ma carrière dans les années 2000, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui se soit passée sans qu'on ait posé la question. Ah bah tiens, est-ce qu'il faut le BPGEPS pour exercer, pour devenir équithérapeute? Ah tiens, t'es équithérapeute, mais t'as pas le BPGEPS, t'as pas le droit d'exercer. Mais il faudrait le BPGEPS pour exercer. J'ai consulté telle ou telle institution et m'ont dit que sans BPGEPS, on ne pouvait pas devenir équithérapeute. Cette question, elle est posée, reposée constamment. Pas une semaine sans entendre des gens qui se posent la question, pas une semaine sans entendre des gens qui se posent la question, mais qui ont reçu des réponses fausses apportées par ignorance par des institutions non spécialisées, qui vont de conseils juridiques généralistes à des gens qui ont consulté des centres équestres, des dirigeants de centres équestres, qui ont consulté leurs comptables, ont consulté parfois des institutions liées au monde du cheval, type GHN ou le monde des courses. Pire, il n'y a pas une semaine non plus qui passe sans que des réponses sciemment fausses ou partielles soient données par des praticiens qualifiés ou même par des organismes spécialisés. Parce qu'en fait, derrière cette question du BPGEPS, il y a tout un enjeu de contrôle de la filière.
Et c'est tentant pour les professionnels, pour les institutions, de jouer avec l'effet de peur pour décourager des potentiels concurrents de s'installer sans qualification, sans formation, sans diplôme, ce qui revient du coup à utiliser la peur du BPGEPS ou de la réglementation floue derrière cette question dans le but de réguler la filière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette peur, elle concerne certes le grand public, cette peur de ne pas avoir le BPGEPS ou de ne pas être conforme à la réglementation, mais cette peur, elle est aussi présente chez les professionnels. Il y en a certains qui, après avoir fait 1, 2 ou 3 ans de formation en équithérapie, se retrouvent diplômés sur le terrain et qui vont finir par passer un BPGEPS en nous disant qu'ils le font par sécurité, pour ne pas être embêtés, alors qu'il n'y en a pas besoin. On en revient un peu à la situation où, pour faire du vélo d'appartement, on irait passer un permis poids lourd. Comme ça, on ne prend pas de risque, on a le permis. Alors, en clair, en fait, pardon, par rapport à ce sujet du BPGEPS, l'état des lieux fait que les institutions, en tout cas ceux qui ont la réponse exacte à cette question de est-ce qu'il faut le BPGEPS ou pas, ces gens-là détiennent à la fois le pouvoir d'envoyer potentiellement des praticiens en prison, sous-entendu, on donne de mauvaises informations ou on laisse les gens faire n'importe quoi, et ils prennent un risque, et tant mieux, ça va écrémer la filière avec ce levier-là. Et on détient aussi le pouvoir éventuellement de protéger les praticiens qui ont fait allégeance à un syndicat, un réseau professionnel, une fédération ou qui ont suivi une formation. Sous-entendu, ceux qui connaissent les règles, ceux à qui on a transmis les règles, du coup ils ont une activité professionnelle qui est conforme à la réglementation et ils prennent moins de risques. Alors d'où vient ce mythe du BPGEPS? Il faut remonter pour ça au début des années 80, et notamment en fait en 1984, la France décide d'encadrer le sport. Le législateur s'empare de cette question. Alors aujourd'hui, ça nous paraît normal parce qu'on a l'habitude, on a un peu grandi, c'est structuré avec cette question que le sport était une discipline professionnelle encadrée et légiférée. Pour autant, ça fait partie des exceptions françaises. En Europe, il n'y a que la France et l'Italie qui ont des réglementations particulières sur l'enseignement des activités physiques et sportives. Si vous allez en Espagne ou en Belgique, par exemple, vous pouvez enseigner l'équitation sans avoir de monitorat. Du coup, on est au début des années 80. Et à cette même époque, en fait, je ne vous fais pas un grand historique de la médiation équine, mais pour vous situer, en fait, dans le début des années 80, avant les années 80, en fait, dans les années 70, toutes les branches de la filière sont regroupées au sein d'une grande association qui s'appelait l'André. Et dans cette association-là, pardon, on trouve des praticiens, enfin, du coup, qui sont des moniteurs, des gérants de centres équestres, des gens des haras nationaux, mais aussi des professionnels du côté du soin, du côté des paramédicaux, des professionnels de l'intervention sociale. Et on commence à développer la médiation équine, tout le monde ensemble, comme ça, dans les années 70. Au début des années 80, il y a un clivage qui commence à s'opérer, c'est-à-dire que les soignants veulent s'extraire de l'André parce qu'ils envisagent en fait l'utilisation du cheval dans leurs activités de soins d'une façon différente de celle de ceux qui pratiquent plutôt le sport. Et en fait, c'est à cette même époque où la médiation équine à caractère thérapeutique commence à prendre son indépendance. C'est à cette même époque que l'argument de l'illégalité supposée de la mise à cheval des publics handicapés par les non-moniteurs, que cet argument commence à arriver. Et c'est aussi au même moment que la France légifère sur l'enseignement du sport. Et alors, bizarrement, cet argument selon lequel la mise à cheval de publics handicapés par les non-moniteurs serait illégale, ça correspond, enfin, en tout cas, ça semble n'avoir concerné que les thérapies à médiation équestre. Personne n'a jamais enjoint des psychomotriciens qui travaillent avec des ballons à passer un diplôme de prof de sport collectif. Personne n'a jamais enjoint des médecins thermalistes à devenir maîtres nageurs. Personne n'a jamais demandé à des éducateurs qui seraient passionnés, qui auraient envie d'amener un résident faire un tour de char à voile avec eux, s'ils avaient un BPGEPS en activité nautique. Une des particularités du monde équestre, c'est qu'il considère, par un amalgame un peu faux, un amalgame abusif en tout cas, que le monde du cheval dans son ensemble pourrait ou devrait être régi par les lois qui concernent le seul domaine de l'enseignement d'équitation. Mais par cet amalgame, on oublie que le cheval ne se résume pas au sport équestre. Les chevaux, ils ont aussi une place dans la filière agricole, pour l'élevage, pour l'alimentation, dans des filières artistiques, aussi bien dans les arts plastiques que le spectacle équestre,
dans le transport, pour la santé, dans l'intervention sociale. Il y a des aspects commerce également. Et évidemment, les règles qui s'imposent aux moniteurs d'équitation ne sont pas les règles qui s'imposent aux bouchers chevalins, pas plus qu'aux cascadeurs de spectacles équestres et pas plus qu'aux éthologistes. Pardon. De fait, pour en revenir à la question qui se pose, ce n'est pas tellement la question de savoir s'il faut un BPGEPS pour pratiquer la ME, la médiation équine, mais plus exactement, à partir de quand il faut un BPGEPS. En clair, qu'est-ce qu'on peut faire avec ou sans BPGEPS en médiation équine? Parce que le problème légal, ce n'est pas le problème d'avoir ou de ne pas avoir le BPGEPS, mais c'est le problème de la délimitation entre l'équitation et la médiation éducative, thérapeutique ou de loisirs. Si on veut caricaturer les choses, c'est où est-ce que commence le sport, où est-ce que finit la médiation. Ce que le public ne sait pas sur cette question, ou sait peu en tout cas, c'est qu'en fait, la question de la délimitation, elle est tranchée depuis au moins 2004, parce que les directions départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, elles appliquent toutes, dans les faits, les mêmes critères, aussi bien lors de contrôle que quand on les consulte. Par exemple, si vous les consultez pour faire un rescrit, pour savoir si vos pratiques elles sont conformes à la législation, ils vont vous poser systématiquement les mêmes questions pour essayer de regarder qu'est-ce que vous faites exactement, dans quelles conditions, et sur la base de ces mêmes informations, ils vont vous dire oui ou non, vous avez besoin d'un BPGEPS et vous avez besoin de rentrer dans le code du sport, donc d'avoir un agrément, d'avoir une carte professionnelle, etc. Ou non, ce que vous faites, ce n'est pas assimilable à du sport, vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce système de contrôle-là. De fait, ces critères, ils existent et ils sont appliqués depuis au moins 2004. Et à notre connaissance, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a aucune jurisprudence qui est contraire depuis cette époque-là. Ces critères du coup de délimitation, ils ne reposent pas, il faut le savoir aussi, sur l'application d'un texte de loi, sur un décret, sur une voilà. Du coup, vous ne pouvez pas trouver de texte qui vous donne ces critères précis. Mais ces critères, par contre, ils constituent un usage qui est propre à l'appréciation de jeunesse et sport. Et cet usage, cette façon de faire, elle a par ailleurs été confirmée par le ministère des Sports à l'occasion de la certification professionnelle du diplôme d'équicien en 2014, c'est-à-dire que le ministère ne s'est pas opposé aux compétences des équiciens. Je vous passe le détail de comment se passe la certification professionnelle. Et les ministères qui pourraient être concernés par le domaine d'application sont concernés pour éventuellement donner un avis d'opposition éventuellement à une certification. Et en l'occurrence, il ne s'y est pas opposé. Alors, ces critères d'usage permettent aux praticiens en médiation équine sans BPGEPS de proposer des activités montées dans certaines conditions. Alors, parmi ces conditions, par exemple, il y a des critères d'environnement, notamment les publics à cheval doivent se trouver dans une zone sécurisée, dont, par exemple, le sol respecte certaines caractéristiques particulières. Il y a également des critères d'encadrement. Les publics à cheval, ils ne peuvent pas être autonomes. Du coup, vous ne pouvez pas laisser des patients ou des bénéficiaires à cheval seuls dans une carrière. Il y a également des critères d'action. Les publics à cheval, par exemple, ils ne peuvent pas se trouver à des allures rapides. Donc, vous ne pouvez pas proposer des tours de galop à vos patients, pour les équithérapeutes ou pour des médiateurs équins. Par ailleurs, les DDJSCS, elles confirment que la question du BPGEPS en équitation, elle ne concerne que l'enseignement des activités physiques et sportives montées. Le BPGEPS, il n'est pas requis pour des activités au sol, et il n'est pas requis non plus pour des activités athlées. Je rappelle aussi que le risque à enfreindre, même une seule fois, le code du sport, si vous enseignez l'équitation sans BPGEPS, c'est un risque pénal. C'est un délit qui est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Et contrairement à l'amalgame fréquent, le risque pénal, il n'a aucun rapport avec la question de ce qui se passe en cas d'accident. Parce qu'on vous dit souvent, ah oui, mais vous n'avez pas de BPGEPS, et qu'est-ce qui se passe en cas d'accident? En fait, ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. En cas d'accident, c'est la responsabilité civile qui est en jeu, parce que le Code civil précise que vous devez systématiquement indemniser ceux à qui vous portez préjudice. Du coup, que vous ayez un BPGEPS ou que vous n'ayez pas de BPGEPS, s'il y a un accident, vous devez indemniser ceux à qui vous causez un préjudice. Savoir si vous allez être couvert ou pas par votre assurance, ça dépend de l'assurance que vous avez souscrit et ça ne dépend pas spécialement de l'accident en soi. Si on fait le parallèle, vous causez un accident en commettant un délit, vous devrez indemniser les victimes, quoi qu'il arrive. Et a priori, que vous ayez commis un délit ou pas, ça ne change pas le fait que vous devez indemniser les victimes.
Et a priori, votre responsabilité civile, elle va vous couvrir, alors au moins en partie, certainement avec des limitations, parce que vous avez toujours une catégorie de fautes inexcusables dans lesquelles peut-être vous aurez une plus grosse franchise ou un plafond de prise en charge moins élevé. Mais en tout cas, a priori, votre responsabilité civile, elle pourra toujours être engagée. Si en revanche, pour l'aspect pénal, il faudrait, dans cet accident, que ce soit le juge qui vous reconnaisse coupable. Et dans ce cas-là, si vous reconnaissez coupable d'avoir roulé sans permis ou de conduire en état d'ivresse, par exemple, bah voilà, vous risquez d'aller en prison et vous risquez une amende de 15 000 euros. Vous auriez très bien pu avoir un accident sans avoir à indemniser personne si vous n'aviez pas causé de préjudice. Vous auriez très bien pu avoir un accident, mais vous auriez très bien pu ne pas avoir d'accident, mais aller quand même en prison parce que vous avez été contrôlé. Et vous auriez aussi très bien pu causer un préjudice couvert par votre assurance sans pour autant être inquiété par la justice pénale parce que vous n'avez pas été contrôlé ou parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Du coup, pour faire simple, seules les activités physiques et sportives sont concernées par le BPGEPS. Je vous ai mis en lien quelques textes de loi, du coup les principaux sur le code du sport, que vous pourrez consulter en référence. Et j'avance, car il est tard, et on passe à la question des études scientifiques. Je vais aller un peu plus vite sur ces questions-là. Alors on entend souvent, il n'y a pas de recherche en médiation équine, votre truc, c'est pas prouvé, il faudrait d'abord que vous démontriez l'efficacité de vos pratiques si vous vouliez avoir une meilleure reconnaissance. Alors d'où il vient ce mythe? Alors c'est un mythe qui est assez ancré et qui est, je pense, qui n'est pas propre à la médiation équine, parce qu'il concerne en fait beaucoup de pratiques non conventionnelles qui ont pour point commun de pouvoir avoir un aspect expérimental, innovant. Et quand je parle d'expérimental ou d'innovant, voilà, encore une fois, c'est à remettre en perspective avec le fait que l'AME existe depuis la préhistoire. Ce mythe de l'absence de recherche, il est entretenu essentiellement dans l'esprit des publics non spécifiques ou non spécialement formés à la recherche, en particulier parce que la recherche, c'est quand même un domaine d'initié où les publications sont essentiellement en anglais et sont diffusées dans des réseaux assez obscurs pour le grand public, du coup, notamment des réseaux de revues qui sont assez élitistes et qui sont quand même pas simples d'accès. Donc ce mythe qu'il n'y a pas d'études en médiation équine, il n'a pas de fondement tangible. Alors j'ai fait un tour hier sur quelques bases de données, notamment la base de données la plus spécialisée qui est anglo-saxonne, qui est américaine, qui s'appelle Equine Assisted Intervention Repository. Si vous avez le PDF que vous l'avez téléchargé, je vous ai mis le lien. Vous pouvez cliquer sur cette image sur votre PDF pour y accéder. Il faut vous inscrire pour pouvoir rentrer dedans. Sur cette base de données, hier, il y avait 947 articles scientifiques qui concernent la médiation équine. Voilà, du coup, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Alors évidemment, après, sur cette base de données, c'est 950 articles. On va dire qu'il y en a, je pense, un petit tiers qui ne sont pas extrêmement bien faits, bien ficelés, qui peuvent avoir des faiblesses méthodologiques. Mais il y en a quand même une grande majorité qui sont des articles de qualité avec des résultats sérieux et probants. Et c'est qu'une partie des données, des informations qu'on peut avoir, des articles auxquels on peut accéder. Je vous donne d'autres exemples à l'IFEC, à l'Institut de formation en équithérapie. Sur la période 2015 à 2020, j'ai compté hier de la même façon, 71 travaux de fin de formation qui ont été soutenus, donc qui sont tous des travaux de recherche. Alors pareil, avec des qualités, des niveaux de précision et de pertinence variés. Et globalement, en tout cas, ça vous montre que de la recherche, il y en a. À la SFE, on en est à plus de 150 mémoires aujourd'hui qui ont été soutenues. Si vous vous tournez du côté de la Bibliothèque nationale de France, que vous commencez à faire des recherches, y compris en français, vous allez trouver des bibliographies qui comportent des dizaines et des dizaines de références de thèses, de médecine, d'études vétérinaires, de psychologie, de psychiatrie, sur des sujets très variés qui touchent à la médiation équine et qui sont disponibles. Donc le domaine de la médiation équine, il est étudié. L'autre chose à savoir, c'est que les résultats, ils sont unanimes sur l'efficience, quasi unanimes sur l'efficience de la médiation équine dans des domaines très divers. Les travaux qui ne relèvent pas ces effets favorables, ils sont extrêmement rares. Pour autant, même s'il y a de la recherche, on est quand même loin d'avoir des connaissances exhaustives sur tous les aspects de la médiation équine. Les champs de la recherche, ils souffrent de plusieurs freins. En particulier, il y a un frein financier, pas de moyens spécifiques à la médiation équine. Donc les études, elles sont essentiellement portées par des étudiants, par des praticiens ou plus ponctuellement par des chercheurs, mais qui ont plutôt des sujets de recherche personnels isolés. Vous ne trouvez pas de laboratoire de recherche qui soit spécialisé en médiation équine. Il n'y a pas de fonds de financement de la recherche en médiation équine, en dehors de la Fondation Sommer qui participe au financement de certains travaux tous les ans.
On n'a pas non plus de moyens, du coup, pour financer des grandes études longitudinales, du coup, des études qui permettraient le suivi de population sur de longues périodes de vie pour identifier des effets à long terme, sachant que ces études-là, bah, évidemment, elles coûtent extrêmement cher, hein, puisque si vous devez suivre des patients pendant 15, 20 ou 30 ans, forcément, bah, ça implique des frais importants. D'autre part, les méthodes et les outils d'investigation dont on dispose, ils sont disparates. Ça fait en fait que si vous comparez plusieurs études ou plusieurs articles, c'est difficile de faire des regroupements ou des comparaisons précises, notamment parce que les outils d'évaluation qui sont utilisés, ils ne sont pas communs, parce qu'on n'a pas ou peu en tout cas d'outils d'évaluation spécifiques et standardisés pour la médiation équine. De la même façon, les protocoles de recherche, ils tendent plutôt à se démarquer par leur originalité. Du coup, si vous-même vous vouliez faire une recherche, vous essayeriez plutôt de faire une recherche un peu originale, plutôt que d'essayer de poursuivre un travail déjà entamé. Voilà, du coup, ça fait que ça disperse un peu les résultats et les informations. Et enfin, grand problème pour la recherche à l'international, c'est le problème des terminologies. Déjà, vous voyez à l'échelon national, c'est quoi la limite entre l'équithérapie et l'équicie? C'est quoi la limite entre le horse coaching et l'équi-coaching? Déjà, on est quand même bien embarrassé parfois pour répondre précisément à ces questions-là. Donc, imaginez à l'échelon international et avec le problème des traductions et des philosophies ou des approches spécifiques régionales, c'est difficile de comparer et de s'en sortir. Du coup, est-ce que les résultats qui concernent l'Equine Assisted Psychotherapy au Brésil sont reproductibles ou comparables à une étude qui concernerait l'hypothérapie à Louvain-la-Neuve? Bah, c'est difficile de répondre à cette question. Ce chantier de la terminologie, c'est un grand chantier qui a été lancé déjà par l'IAHIO et qui est aussi un grand chantier qui est lancé par l'Orses in Education and Therapy International cette année. Cette fédération, l'AITI, c'est la Fédération internationale de médiation éthique, si vous la connaissez pas. Alors, mythe suivant, c'est le mythe de l'équation soignant plus cavalier égale équithérapeute. Pour ce mythe-là, je vais uniquement me concentrer sur la branche de l'équithérapie. Du coup, ça ne concerne pas la médiation équine dans son ensemble, mais uniquement l'équithérapie. C'est l'équation avec laquelle la filière s'est construite dans les années 70. René Kubersac elle-même, elle a confié, tardivement d'ailleurs, qu'elle était venue à développer la thérapie avec le cheval parce qu'elle était psychomotricienne d'un côté et monitrice d'équitation de l'autre, et que c'est en croisant ces deux choses-là que lui est venue l'idée de l'attaque. L'idée de l'époque, dans les années 70, elle est plutôt pragmatique. Hein, c'est l'idée de la double compétence. Pour faire de l'équithérapie, on a des publics malades, du coup, il faut être soignant, et on a aussi besoin de chevaux, donc il faut être cavalier. Sous-entendu, vous êtes soignant plus cavalier, égal, vous êtes équithérapeute. Alors, pour autant, cette façon de scinder les choses, alors elle n'est pas inintéressante et elle n'est pas impertinente, parce que bien évidemment, pour pratiquer l'équithérapie, vous avez besoin de compétences de soignant et de compétences de cavalier, mais ce n'est pas suffisant en soi. Si vous poussiez cette idée de la double compétence un peu à son extrême, quitte à la caricaturer, vous êtes infirmier, vous avez un CAP de boucher, vous êtes un chirurgien par exemple. Donc moi, si j'ai besoin d'un chirurgien, je préfère aller voir un chirurgien qui est qualifié pour la chirurgie précisément, plutôt qu'un psychomote qui aime bien la couture. Pour autant, cette idée de la double compétence, c'est celle sur laquelle repose notamment le modèle des AEIT. Les AEIT, c'est les activités équestres à intention thérapeutique. C'est la façon la plus fréquente de pratiquer la médiation équine, c'est-à-dire que les moniteurs, globalement, s'occupent de réaliser les activités sur le centre équestre, et les soignants, qui parfois ne connaissent rien aux chevaux, apportent les projets thérapeutiques, parce que voilà, du coup, c'est cette coordination-là qui fabrique le terme. L'AET, c'est le modèle le plus courant de pratique de la médiation équine, mais c'est aussi un des modèles les moins spécialisés parce que les compétences, elles sont réparties entre plusieurs intervenants. Alors bien sûr, la double compétence, elle a quelque chose à voir avec l'équithérapie, mais si on garde cette équation un peu comme un sésame, il suffit d'eux, en fait, on ignore le chemin qu'on a parcouru depuis les années 70. Notamment parce que la filière, elle a produit une enculturation en développant, en particulier à travers les réseaux, les formations, des normes propres, des valeurs partagées, une éthique, des usages de pratiques, un vocabulaire particulier, des références culturelles et aussi énormément une codification déontologique. Plus particulièrement en équithérapie, on a des façons de faire, de réfléchir, d'organiser nos actions, d'en faire référence à des idées théoriques, faire référence à des modèles de pratique qui sont partagés.
Et cet aspect culturel, il est assez largement sous-estimé en dehors de la filière. Parce qu'on a l'impression en fait, que la filière n'existe pas éventuellement quand on est en dehors, alors que bah, si, en fait, la filière, elle existe pour de vrai, il y a une vraie culture professionnelle propre. Et cette culture professionnelle, c'est un élément identitaire d'ailleurs qui est très fort pour un milieu. Si vous avez l'occasion de travailler avec des confrères qui ont exercé, qui ont été formés à l'étranger et qui viennent exercer en France, souvent ils ont besoin d'un long temps d'adaptation pour s'intégrer dans les réseaux français. Parce que bah oui, on a une façon de concevoir le soin en équithérapie qui est spécifique avec une culture particulière. Cette culture-là, elle est aussi mise en avant quand vous avez des confrères qui exercent hors milieu. Hors milieu, j'entends qui n'ont pas de formation longue spécifique ou qui n'ont pas rejoint de réseau professionnel. Ces professionnels-là, on vous les identifie, en fait, nous, on les identifie dès la première photo sur leur site web ou dès la première définition sur leur plaquette. Et ce sont des praticiens, du coup, qui vont avoir toutes les peines du monde à être reconnus comme des pairs par la filière. Si on prend l'exemple de la question du BPGEP, ce qu'on peut-être tout à l'heure, et de la réglementation, aucun professionnel qualifié irait poser cette question sur un forum public ou sur un groupe professionnel. Pardon, oui, et je vais avancer parce qu'il est très tard, et je vais traiter la dernière question, qui est celle du retard français, qui est un mythe qui est entretenu, je pense, par la culture un peu gauloise du French bashing. Alors, avec, vous savez, un peu la certaine fierté qu'on a à s'auto-dévaloriser et à penser que c'est mieux ailleurs. Alors, c'est un aspect, certes, mais il y a aussi, je pense, un biais de contexte, notamment par rapport à la situation dans d'autres pays, et en particulier dans des pays francophones, dans lesquels la médiation équine est bien développée. Et je pense tout particulièrement à la Belgique et au Canada, qui sont souvent cités, où on entend fréquemment, oui, en France, on est très en retard comparé à la Belgique ou comparé au Canada. Alors cette idée, elle est pas idiote parce qu'effectivement en Belgique et au Canada, pour prendre l'exemple de la Belgique, en Belgique, l'hypothérapie est effectivement très développée. Vous pouvez trouver des hypothérapeutes assez facilement. Il y en a dans tous les centres équestres. D'ailleurs, tous les centres équestres pratiquent l'hypothérapie. Toutes les institutions médico-sociales ont des activités d'hypothérapie. C'est très présent. En revanche, il y a des particularités en Belgique. C'est que l'hypothérapie, c'est plus ou moins synonyme de médiation équine en France. Et derrière ce terme-là, les cadres plus précis n'existent pas ou peu, ou en tout cas sont moins visibles. L'histoire qu'on a eue en France avec le développement de la médiation équine, elle s'est déroulée à travers des clivages où à un moment, voilà, tout le monde s'est plus ou moins tapé dessus à développer sa chapelle. Et ce qui fait que le paysage, globalement, il a l'air quand même très disparate, très dispersé, et on ne comprend plus très bien qui fait quoi. Alors que vous allez en Belgique, oui, vous trouvez des fédérations nationales, il y en a une ou deux, et puis globalement, voilà, tout le monde est regroupé au sein de ces fédérations-là. Mais en France, en fait, ces querelles de chapelle, elles ont entraîné par effet de concurrence une nécessité pour toutes les approches à se développer, à se spécialiser, à se démarquer. Donc ça a eu un effet en fait assez favorable en augmentant le niveau de précision et le niveau de qualité des pratiques et des formations. Il y a aussi, par rapport à cette question du retard français, la mauvaise interprétation de la situation nationale d'autres pays, en particulier sur la question du remboursement de la médiation équine. La question du remboursement, en fait, on nous oppose souvent, oui, regardez, en Suisse pardon, ou en Allemagne, ouais, vous allez faire de l'hypothérapie, c'est remboursé. Mais en fait, en France aussi, ce qui est parce qu'en France, quand ce sont des structures publiques qui portent l'équithérapie ou l'hypothérapie ou la médiation équine, vous avez des hôpitaux dans plusieurs régions qui ont des installations équestres et qui ont des activités de médiation sur ces hôpitaux-là. Dans ces structures-là, évidemment, c'est la sécurité sociale qui prend en charge le financement des séances. Donc les séances sont remboursées. Par contre, ces structures-là françaises, elles sont peu visibles, elles ont peu d'éclairage, alors qu'à l'étranger, je pense qu'on tombe plus facilement sur elles, on les voit plus. Donc certainement, il y a cet effet-là. Et la question du remboursement libéral, pour le cas de l'hypothérapie, en fait, c'est la même chose à l'étranger qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, si vous êtes kinésithérapeute, médecin de rééducation fonctionnelle, médecin psychiatre, orthophoniste, et que vous pratiquez l'équithérapie comme une spécialité, vous pouvez très bien proposer des séances remboursées. Alors oui, par contre, elles seront remboursées à 12 ou 16 euros pour une séance de 30 minutes, alors qu'habituellement, vous vendez plutôt, vous proposez plutôt des séances d'une heure, 1h30, que vous facturez plutôt entre 50 et 60 euros. Ce qui fait que vous aurez un gros dépassement d'honoraires qui restera à la charge de vos patients.
ou que vous refuserez la convention avec la sécurité sociale parce qu'elle est trop contraignante. Et en fait, grosso modo, vous avez la même chose en Suisse, en Allemagne et en France sur cette question. Voilà, de fait, si vous avez l'occasion d'aller à l'étranger, de rencontrer des confrères voilà, qui travaillent dans d'autres contextes, ou de recevoir des confrères étrangers à l'occasion d'échanges internationaux, vous apercevrez que la France, elle est plutôt vue comme un modèle inspirant et qu'avec les États-Unis, on est le pays où la médiation équine a le plus haut niveau de développement, aussi bien pour la qualité, pour la précision de nos pratiques que pour le dynamisme de la filière. Alors c'est évidemment à tempérer parce que particulièrement en France, il y a la question que l'hypothérapie est sous-représentée alors que dans d'autres pays, en particulier dans les pays germanophones, c'est plutôt l'approche qui est la plus représentée. Voilà, du coup, ce sur quoi je voulais insister à travers cette webconférence, c'est que bah, voilà, la qualité des informations qui sont disponibles sur la médiation équine, elle est assez hétérogène. Ça entretient et ça véhicule des idées reçues. Les acteurs non spécialisés ont tendance à véhiculer des informations assez intuitives qui ne sont pas toujours vérifiées ou vérifiables ou pas toujours précises ou exactes. Or, et je ne peux vraiment pas trop insister sur ce point-là, la médiation équine, c'est devenu une discipline spécifique avec son champ, ses codes, sa façon de faire, etc. Et dans lesquelles finalement bah, peu de questions, même de très bonnes questions, peuvent trouver des réponses simples ou binaires. Est-ce qu'il faut le BPGEPS par exemple? Bah, non, mais voilà. Donc cette culture-là, ça reste, je pense, l'élément qui reste à développer, en tout cas qui euh, gagnerait à devenir sensible dans la vision du grand public. Et j'en ai terminé avec cette webconférence et je vous remercie de votre attention. Avant de vous donner les informations suivantes et de passer aux questions, j'avais quelques remerciements